Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Tel Akis, l'une des villes les plus importantes de la Bible, où se trouvait le palais des rois de Juda, de grandes murailles et des portes, ainsi qu'un temple païen, à Baal. Cependant, la majeure partie de la ville n'a même pas encore été fouillée. C'est-à-dire que ces secrets sont encore cachés sous la terre. Cependant, en ce moment, il y a des fouilles archéologiques actives à cet endroit, redécouvrant l'histoire colossale de ce lieu. Et aujourd'hui, nous aurons le privilège de participer à ces fouilles et de voir pour la première fois des objets retrouvés après plus de 3000 ans. Nous allons mettre la main à la pâte avec un groupe de Brésiliens qui fouillent ici et révolutionnent la redécouverte de l'histoire d'Israël. Alors, si vous êtes prêts, commençons. On peut déjà voir ici, au fond, ce qui ressemble à ces tentes, ces bâches tendues. Ce sont les différentes zones de fouilles, mais nous allons commencer par celle-ci, qui est la zone à côté du palais des rois de Juda. Alors, venez avec moi. Il semble que les gens soient déjà là, en train de commencer à travailler. C'est vraiment incroyable de voir les fouilles en action, et encore plus en sachant qu'il y a des Brésiliens ici. Et regardez qui est déjà ici en ce moment. Shalom. Shalom Malina, bienvenue à notre fouille. Je retire mon gant pour te saluer. Sois la bienvenue. Shalom tout le monde. Dites shalom à l'archéologue Rodrigo Silva. Dis-nous ce que toi et les autres faites ici maintenant. Ici, c'est le site de fouille de la ville de Lachish, appelée La Riche en hébreu. Lachish était la deuxième plus grande ville de Judée après Jérusalem à l'époque de la Sainte Bible. À l'époque des rois Ézéchias et Josias, il y avait Jérusalem et Lachish. Ce serait comme Washington et New York ou Brasilia et São Paulo à l'époque actuelle. Et tous les rois de Juda sont passés par ici. C'est une histoire très riche. Les fouilles ici ont commencé à l'origine dans les années 1930. C'est-à-dire, il y a presque 100 ans, il y a 100 ans. Il est logique que ce n'était pas une activité ininterrompue. Il y a eu des périodes sans fouilles. Enfin, le docteur Joseph Garfinkel, professeur à l'université hébraïque et notre grand gourou, a repris les fouilles. Et nous travaillons avec les Brésiliens. Cela fait déjà 3 ans que nous fouillons ici et l'équipe s'agrandit. Et je m'occupe de cette zone et je supervise les Brésiliens qui sont ici, ainsi que 2 autres zones où il y a aussi des Brésiliens. Cette zone ici, nous l'appelons FF. Nous donnons des lettres et des chiffres aux zones pour identifier sur la carte où nous travaillons. C'est vraiment impressionnant de penser que l'une des villes bibliques les plus importantes est Lachish et que la majeure partie n'a pas encore été fouillée. Alors, nous voyons en temps réel l'histoire être redécouverte et avec des Brésiliens en plus avoir vraiment cette affection pour nos origines. Toi et moi, on est Brésiliens. Aujourd'hui, nous allons découvrir et participer aux fouilles des 3 zones, même si je sais que tu es très occupé ici. Et justement, je voulais en profiter pour te demander si je peux participer avec vous. Bien sûr, je vais te trouver un gant, la sécurité avant tout. Laisse-moi juste en prendre un pour toi ici. Oh les amis, on va mettre la main à la pâte et vous pouvez voir qu'ici le travail est dur. Brouette qui passe, seau et seau de terre, céramique, archéologie. Et ça, c'est une vraie journée sur un chantier de fouilles. Voici vos gants. Merci beaucoup. Pour travailler. Bon, maintenant je suis déjà ici avec mes gants. Dis-moi comment on met la main à la pâte. Concrètement, comment fonctionnent les fouilles? Eh bien, la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous creusons par quadrant ou par petites cases, tu vois? Il y en a un ici, un carré là-bas, un autre plus loin. Peu de gens le savent. Ce système a commencé avec les pionniers de l'archéologie, qui étaient des militaires. Nombre d'entre eux, issus de l'armée, sont devenus archéologues après leur retraite. Et dans l'armée, on creuse des tranchées. Alors, avec l'idée de la tranchée, ils ont eu l'idée de faire des quadrants. Et il y a la partie, ce chemin que le chemin du milieu, où l'on peut passer avec une brouette, on peut marcher sans gêner ceux qui travaillent ici. Je peux aller d'ici jusqu'à là-bas en passant par le chemin. Parce qu'ici, il y a 4 cadrans, mais il y a des fouilles archéologiques avec des dizaines de cadrans et c'est pour cela que c'est très important
pour qu'on puisse se déplacer et transporter les choses, les seaux, car il y a beaucoup de travail manuel ici. Exactement. Nous allons descendre un peu ici, parce qu'ici nous avons les céramiques que nous trouvons ici. Regarde, un tesson c'est une partie. En bas, prends la base d'une céramique. Tu veux dire tout ça a été trouvé aujourd'hui? Tout a été trouvé aujourd'hui, tout aujourd'hui. Regardez ici, regardez la quantité de seaux remplis de céramique qu'il y a ici. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces céramiques me donnent la date à laquelle cet endroit a été utilisé. Ce sont des céramiques de la fin et du milieu de l'âge du bronze. La fin de l'âge du bronze correspond à environ 1500 à 1200 avant Jésus-Christ. Autrement dit, vous tenez dans vos mains une pièce en céramique qui a au moins 3500 ans. Imaginez, ceci est resté enfoui plus de 3000 ans et je suis la première ou la deuxième personne. L'archéologue qui l'a trouvé ici est la première personne, mais je suis l'une des premières personnes à toucher cette céramique, après plus de 3000 ans. Quand le vase est grand, on peut le restaurer comme on en voit certains au musée. Quand il est très fragmenté, on l'utilise seulement pour pouvoir connaître l'époque, car grâce à la forme du vase, on sait à quelle époque il a été fabriqué. C'est comme une voiture. Celui qui voit une voiture par la marque sait quel modèle c'est, de quelle année elle est. Si c'est une voiture coréenne, si c'est une voiture japonaise, si c'est une voiture allemande, si c'est une voiture américaine, c'est la même chose avec les céramiques. Exactement. Pour moi, si tu me demandes quelle voiture c'est, je vais dire que c'est une voiture noire, une voiture argentée. Mais les personnes qui aiment vraiment les voitures, qui s'y connaissent vraiment, parfois elles voient juste une partie de l'avant du châssis. Et elles savent déjà te dire le modèle, au moins de la décennie, et elles savent te situer. C'est exactement ça. Ce sont des années et des années d'études de chaque archéologue pour pouvoir facilement regarder une céramique. Et par le type de forme, par la façon dont elle est cuite, par son épaisseur, la personne arrive vraiment à mieux comprendre d'où elle vient. Et là, on parle de l'âge du bronze, c'est-à-dire l'âge du bronze, donc on parle de l'époque de l'Exode et de l'époque patriarcale. Si c'est de la fin de l'âge du bronze, c'est l'Exode. Si c'est du bronze moyen, c'est l'époque patriarcale. Maintenant, pourquoi la quantité? Parce qu'il ne suffit pas de trouver juste un petit tesson et de dire « Ah, c'était l'âge du bronze », parce qu'il peut être là par accident, quelqu'un a pu laisser tomber quelque chose comme ça. Maintenant, si nous en avons une grande quantité, cela signifie que c'était utilisé. Maintenant, ici, ce que nous avons, et je vais déjà t'expliquer pour que tu puisses commencer à mettre la main à la pâte. Ici, nous avons un mur de l'époque du bronze, d'accord? Et qu'y avait-il ici au-dessus? Ici, il y avait une grande cour. De l'époque de la monarchie d'Israël, que nous appelons la période du fer, qui faisait partie de la période des rois de Juda. Donc, à l'époque où vivaient Josias et Ézéchias, et juste à côté se trouvait leur palais, pas qu'ils habitaient ici, c'était plutôt comme un bâtiment public gouvernemental. Ici, il y avait un sol. Ce sol a été enlevé, et en dessous se trouve une construction plus ancienne datant de l'âge du bronze. Nous avons ici un mur en briques, tu vois, et ici... Oui, justement, le mur en briques, c'est quelque chose de très caractéristique de la période cananéenne. Exactement. On voit des murs en briques à Hatzor, dans d'autres villes cananéennes. Donc, ici aussi, on voit un mur en briques et aussi quelques... Ce sont des os qui ont déjà été trouvés ici, des os. C'est important parce que, en plus de nous montrer la faune locale, cela nous indique aussi le type d'animal qu'ils mangeaient. Par exemple, à Hirbet Keyafa, ils n'ont trouvé aucun morceau de porc et sur l'autre site, beaucoup de porc. On a découvert que les habitants de Hirbet Keyafa ne mangeaient pas de porc, donc ils étaient... Des Juifs. Exactement. Ici, il y a la poterie où tu vas travailler et plus loin, une poterie intéressante en cours de fouille. Elle va être conservée sur place parce que tout est photographié, documenté et on enlève, on sépare les seaux. Tout est très bien étiqueté, comme tu peux le voir. Et maintenant, nous avons Adriana ici, qui est brésilienne, d'accord? Elle peut aussi donner une orientation, comment ça se passe. Tu nettoies ici n'importe quoi. Je suis de l'autre côté là-bas. D'accord, mettons la main à la pâte. Merci beaucoup, Rodrigo. Et partout où l'on regarde, les amis, il y a de l'archéologie qui surgit. Vous voyez ici, regardez ce morceau de céramique qui est là, regardez, qui sort clairement. Il y en a ici, il y en a aussi par terre, ça ici, regardez, c'est encore un gros morceau de céramique. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses ici que tout doit être fait dans les moindres détails, catalogué, organisé, tout. Il y a une méthodologie très claire parce qu'il ne faut pas seulement trouver les choses, mais surtout comprendre ce que l'on trouve.
Et Adriana, qui est ici avec nous, va m'aider à expliquer quelle est notre prochaine mission, quelle est la prochaine étape de ce quadrant, de ce petit carré. Notre objectif ici est de percer le mystère de ce mur, de découvrir où il va. Nous allons donc, comme nous avons commencé à trouver de grandes céramiques, nous n'allons pas creuser plus profondément, mais nous allons maintenir ce niveau jusqu'à la fin des murs afin que nous puissions comprendre l'étendue du mur. Autour de nous, vous voyez déjà des gens avec des pioches et des houes. Ils sont en train d'ameublir la terre ici. Cette terre autour de moi a déjà été ameublie. Et ensuite, on prend avec les pelles et on met dans le seau. Et il est important qu'avant de mettre, on vérifie s'il y a des choses importantes dedans et ici. L'une des choses qu'on a trouvées, c'est un petit morceau de céramique bien plus petit que ce qu'on a vu avant. Mais on le met ici dans le seau. Donc encore ici, une fois, les morceaux de céramique, on les met dans le seau. Et ici, regardez, laissez-moi vous montrer de près. Ceci est un os animal. Vous pouvez voir qu'il est un peu poreux, comme ça, un os. On garde aussi l'os d'animal, mais dans un petit sac séparé. Celui-ci est le sac des os d'animaux. Et le reste des choses va dans le seau. Et c'est comme ça qu'on continue. Sous mes pieds se trouve le sol d'origine de la période canaanelle. Et ici, regardez, on voit une quantité énorme de céramique. Regardez ici un très grand amas de céramique. Regardez ici, elles sont littéralement presque en train de tomber tellement il y en a ici. Pourquoi y a-t-il une si forte concentration de céramique ici? Et l'une des théories, c'est qu'il est possible que ceci soit une sorte de cuisine ancienne. Tout cela doit encore être analysé et sera publié par les archéologues comme Rodrigo Silva. Mais d'après le sol qu'ils ont trouvé ici, la quantité de vaisselle ordinaire du quotidien avec beaucoup d'os, d'animaux et de cendres, il est probable qu'ici ce soit une cuisine où ils préparaient de la nourriture et c'est confirmé. C'est impressionnant de voir toute la céramique produite ici. La plupart de celles vues précédemment étaient dans les seaux. Regarde, toute cette céramique ici, la plupart de ces seaux, tout en céramique, provient uniquement de ce petit espace. Donc, ce qui va probablement être fait à l'avenir, c'est qu'ils vont continuer à creuser ici dans cette direction et sortir d'ici seau après seau après seau. Une quantité gigantesque d'archéologie. Et c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir voir tout cela pour la première fois en 3000 ans, tout ça ici, sortant et émergeant de la terre. Les amis, laissez-moi vous montrer ici Alcimara aussi qui est en train de mettre la main à la pâte. On se connaît déjà grâce à plusieurs de nos caravanes. Elle a participé à la caravane Israël avec Aline. Mais aujourd'hui, tu as été responsable de quelques découvertes importantes. Alors, je veux que tu nous montres ce que tu as trouvé. Regarde. Wow! Unos. Qui, on ne sait pas encore de quel animal il s'agit. Regarde, comme c'est beau. Celle-ci, cette sangle ici. Et tout C'est toi qui as trouvé tout ça aujourd'hui? ici maintenant. Et je sais que plus tôt aujourd'hui aussi, tu as trouvé un morceau de... C'est un bœuf. C'est un bœuf que je tiens à montrer, car il n'est pas ordinaire. C'est un bœuf. Alors, je vais te le rendre ici. Et juste une chose importante, Alcimara a trouvé tout ça, mais rien de tout cela ne lui appartient. Parce que la loi d'Israël dit que toute archéologie trouvée, peu importe où et par qui, toute archéologie appartient à Israël. Tout est mis dans des seaux, catalogué et appartient au ministère des Antiquités d'Israël. Alors, elle aura l'honneur d'avoir son nom dans les découvertes, mais il appartient vraiment à Israël. Je vais vous montrer maintenant le taureau. Venez avec moi. Je vais même enlever mes gants parce que nous arrivons ici à la table où toutes les découvertes les plus importantes sont conservées et cataloguées. Alors ici, je le laisse dans le coin. Et regardez ce petit sac ici. Regardez, vous pouvez voir qu'il est déjà catalogué exactement avec la date à laquelle il a été trouvé, dans quel quadrant il a été trouvé.
Et le plus important, c'est que vous puissiez voir cette découverte qui, à mon avis, est spectaculaire parce qu'elle s'emboîte parfaitement. Dans la Bible, ici c'est l'œil et ça, ici c'est la corne d'un bœuf. Ceci est une partie de la tête d'un bœuf de la période cananéenne. Et pourquoi cela est-il si important et significatif? Car nous savons que pendant la période cananéenne, les bœufs et les veaux étaient adorés ici dans la région, surtout le bœuf en particulier qui était représenté. Un dieu nommé El était un dieu païen du même panthéon que Baal et Asherah. Donc, ceci était probablement un objet de culte, de paganisme de la période cananéenne. Et encore une fois, cela se révèle ici. Mais il est très important que nous le gardions ici pour qu'il soit emmené pour des études. Regardez les amis, ce qu'il vient de trouver est une lampe à huile qui était utilisée pour éclairer certains des espaces ici. Je vais remettre mes gants pour retourner travailler. Elle va prendre toute cette terre, déjà débarrassée des découvertes archéologiques importantes, et la jeter à la décharge. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment on fait. Allons-y. Tout le monde prend le petit déjeuner, alors nous faisons aussi une pause pour profiter du café avec eux. Et nous allons vraiment voir comment se passe une vraie journée. Sur un chantier de fouilles archéologiques, allons-y. Nous sommes arrivés dans l'autre tente, on y va. D'abord, se laver les mains pour enlever la poussière. Viens. Ici, merci. Ici, l'aide technique. Et maintenant, on va en profiter pour prendre le petit déjeuner, un petit déjeuner bien israélien. Ici, ce n'est pas comme au Brésil. Ici, on mange de la salade au petit déjeuner. Ici, il y a choux laitue, tomates, concombres, thon. C'est un vrai petit déjeuner israélien. Profitons-en, puis poursuivons avec un travail difficile. Et ici, nous sommes arrivés à la fin de Telaki, au précipice. Regardez cette descente abrupte qu'il y a ici. C'est ici, depuis ce précipice, que débute la seconde phase des fouilles archéologiques où nous allons descendre. Fais très attention, Moti, le caméraman. Parce qu'ici, il y a vraiment plus de défis que simplement creuser. Shalom. C'est agréable de parler portugais en Israël. Qu'avez-vous découvert de sympa aujourd'hui? Racontez-nous. On a trouvé ça il y a 5 minutes. J'ai lu celui-ci. Et ils sont la combinaison parfaite. Probablement un objet utilisé pour chauffer la nourriture à cause de cette marque. Il n'a donc pas de traces plus foncées au centre. Et il s'assemble parfaitement. Regarde ici, hein? Wow! Quel âge a cette anse de cruche? Vers 1200 avant Jésus-Christ. Maintenant, l'émission s'appelle vraiment Interview. Rosemary a encore des découvertes à partager. Peux-tu nous dire ce que tu as trouvé? J'ai trouvé cette jarre là-bas qu'on ne peut pas encore enlever du mur. Allons-y, montre-nous. Parce qu'il devra d'abord être documenté. Il est toujours bien coincé ici. On voit clairement ici la bouche de Jarreau. Les fouilles archéologiques de cet endroit nous révèlent vraiment beaucoup de choses incroyables et aussi liées à d'autres histoires bibliques. Et cet endroit a un lien très fort avec Jéricho. Alors, je veux vous montrer cela. Tout d'abord, ce mur qui est derrière moi est un mur d'origine. Ici, ce qu'ils sont en train de creuser était une maison. Alors, si on regarde ici, il y a une grande quantité de cendres. C'était sûrement la cuisine de la maison. Ils y cuisinaient, d'où la présence de nombreuses jarres pour tout ce qu'ils préparaient. Mais la question est, quel est le sens de vivre sur la falaise, vivre si près du bord de la ville?
D'un côté, on peut penser, regardez la belle vue qu'ils pouvaient avoir d'ici, mais à l'époque biblique, leur priorité n'était pas d'avoir une belle vue, mais d'être dans un endroit stratégique. Et l'endroit stratégique de la ville, c'est là où se trouve le palais. C'est-à-dire, on veut être le plus au centre de la ville possible et le plus haut possible. Ceux qui vivaient ici sur cette falaise étaient probablement des gens de la classe moyenne inférieure. C'était des maisons de gens simples. Et comment ça fonctionne ici? Ils ont découvert ici un mur de la fin de l'âge du bronze, époque biblique des juges. On pense aussi qu'il y a probablement un deuxième mur au-dessus, donc ici 2 murs, et entre ces murs, il y a des maisons. Ici, entre ces murs, vivaient des gens simples, qui n'avaient pas les moyens financiers d'acheter une belle maison au centre de la ville. Et cela nous rappelle Jéricho. Si nous pensons à Rahab, il est écrit que Rahab habitait sur la muraille. Quand on dit qu'elle habitait sur la muraille, ce n'est pas littéralement dans le mur, mais probablement entre les murs. À Jéricho, lors des fouilles archéologiques, a-t-on également trouvé cela? Un mur extérieur, un mur intérieur, et entre eux, une zone plus exposée de la ville où vivaient des gens plus modestes. Donc, ici, oui, c'était la maison d'une famille qui vivait sur la muraille. Une période un peu postérieure à Rahab, mais elle vivait probablement dans une maison très similaire à celle-ci. Nous arrivons maintenant à notre dernière zone de fouilles archéologiques. Mais avant cela, rappelons-nous que Lachish était une ville qui avait un contexte très important pendant les périodes de guerre et de conquête. Nous nous souvenons par exemple de Josué à l'époque des juges. Lorsque le peuple d'Israël entre dans la terre promise, Lachish existait déjà, mais c'était une ville cananéenne et elle devait être conquise. Et en effet, il parvient à la conquérir, et cela pour des siècles. La ville appartient alors au royaume unifié d'Israël, puis au royaume de Juda, et nous savons qu'elle devient la deuxième ville la plus importante de tout le royaume de Juda. Elle n'était surpassée que par Jérusalem, la capitale, et la Bible nous raconte que Roboam fortifie la ville. Il la prépare pour les guerres car elle assurait aussi une protection. Jérusalem est à quelques kilomètres d'ici. Et maintenant que nous avons parlé de ces deux histoires liées aux guerres et aux conflits ici à Lachish, qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Qu'est-ce qu'ils cherchent aussi ici lors des fouilles archéologiques? Les murailles de la ville, les murailles justement de ces deux périodes. Et ce qu'ils ont trouvé correspond très bien à ce qui est décrit dans la Bible. Venez ici avec moi, c'est vraiment fascinant, fascinant. Regardez, il y a plusieurs couches d'époques différentes. Mais ce que vous voyez ici derrière moi, c'est le reste d'un mur de briques d'argile datant de la période cananéenne. Et juste en dessous, ici, on peut voir qu'elle est noire. Regardez ici des cendres mélangées. Ceci est une couche brûlée. Cette ville cananéenne a été incendiée et détruite. Cela correspond parfaitement à la description biblique de l'époque de Josué qui conquiert et brûle cette ville. Donc il y a une possibilité. Les archéologues pensent que c'est peut-être la couche qu'ils appellent numéro 6 qui est la couche de l'époque de Josué. Et ici, en bas sur le côté, commence un grand mur. Il fait 5 mètres de large. Vraiment, il est très renforcé. Et ce mur date de la période du fer, qui correspond justement à la période de Roboam. Et il se peut que ce soit le mur dont la Bible nous parle qu'il a construit. Et ici, entouré d'archéologie biblique, je veux vous dire au revoir et revenir pour mettre encore plus la main à la pâte afin d'aider. L'histoire de Jésus Lachish et l'histoire biblique dans son ensemble sont à redécouvrir. J'espère que la vidéo vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine.